Donc, Philippe Michel, je viens d'Île-de-France. Je suis... Bah ouais, voilà, il en faut. Je suis MF1, plutôt pas trop mal formé parce que formé en Corse. Validé par Christian et Jean-Pierre, qui s'en souviennent peut-être pas, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit plutôt bien, peut-être plutôt bien formé, mais pas sûr non plus quand même. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, très content d'être ici dans une CTR dynamique. Et ça fait plaisir. Je fais le tour des CTR et la Corse, ça bouge vraiment, c'est bien. Ça fait plaisir d'être là. Et puis, voilà, Iplouf, comment c'est venu? Il y a quelques années, il y a 5, 6, 7 ans, la CTN a écrit au club en leur disant « mais ce serait bien que l'approche pour les jeunes plongeurs, les débutants, de la décompression soit faite par les ordinateurs et plus par les tables ». Alors, dans mon club, on s'est regardé. Moi, je suis directeur technique, j'ai remis les moniteurs. J'ai dit, on fait comment? Parce qu'un ordinateur en surface, c'est bien, mais ça donne l'heure, rarement la bonne. Mais puis, une fois qu'on a fait ça, ça ne dit rien d'autre. Donc, on fait comment? On a commencé à construire des petits trucs avec des photos. On a essayé de faire des choses, mais des trucs avec des molettes qui tournaient, ça ne marchait pas bien. Et cette même année, en formation niveau 2, j'avais un jeune ingé, assez performant au niveau maths et informatique, qui vient me trouver en fin de séance sur la décompression, qui me dit « mais c'est bien, tu nous as parlé des ordinateurs, mais il y a quoi dans un ordinateur ?» Et je commence à lui parler d'algorithmes, et puis d'algorithmes, j'en arrive à Aldan. Je lui dis l'exemple le plus simple, c'est Aldan, c'est la base de ce qu'il y a dans tous les ordinateurs. Il me dit « mais Aldan, ça se trouve ?» Je lui dis « oui, tu vas sur Internet, ça se trouve, et puis à partir de là, c'est assez facile. Tu construis des courbes, et puis tu verras ce système, comme il était assez curieux, par compartiment, tu construis un compartiment, tu vas voir les courbes, ça se fait. » Il revient la semaine d'après, et il avait des graphiques qui se construisaient tout seuls. Et là, d'un seul coup, je me dis « mais c'est vachement bien son truc, je peux m'en servir. » Et on a commencé à travailler ensemble, et très rapidement, on est passé de juste tracer des courbes sur les compartiments à avoir des graphiques qui bougeaient dans tous les sens et d'associer l'air, parce que la décompression sans air, on reste sous l'eau, puis c'est tout, la décompression elle se fait toute seule. Mais comme on est limité par le temps, il y a un moment, il faut bien gérer ça pour être capable de sortir avec encore un peu d'air dans sa bouteille, c'est mieux. Et voilà comment l'outil est né, et de version en version, ça a évolué, c'est la version numéro 9. Et puis de l'avoir construit pour moi, je l'ai passé aux copains, puis des copains, j'ai pensé à le passer en un peu plus large. Et un jour, j'ai écrit à Joe, qui a compris tout de suite. Et ça, c'était sympa. Bon, alors, c'était pas sympa, c'était inespéré, c'est ça que vous cherchez à dire. Non, c'était sympa. Et il m'a recontacté très rapidement en me disant « ton truc, il est intéressant, mais voilà, pour que ça fonctionne, voilà comment ça fonctionne à l'intérieur de la Fédé. Il faut que tu passes par-ci, par-là, pour que ça arrive jusqu'au national. Autrement, tu prends un mauvais chemin, tu n'y arriveras jamais. » Donc ça a mis 2 ans avec le Covid, qui nous a bien aidés. Et 2 ans après, voilà, j'ai mis l'application à disposition. Cette application, je vais avoir une première partie où je vais expliquer ce qu'il y a dedans. Comme vous êtes sachant, je ne vais surtout pas vous faire un cours sur la décompression, ce n'est pas le sujet du moment. Et puis après, je vais vous montrer vite fait l'outil en fonctionnement, que vous voyez ce qu'on peut faire et comment on peut le manipuler quand on en a un petit peu l'habitude. Alors, Iplouf, qu'est-ce qu'il y a dans Iplouf? Iplouf, déjà, il est disponible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous en avez besoin, vous le téléchargez, je pense que certains d'entre vous l'ont fait, et vous l'avez à disposition, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Dedans, vous faites des plongées virtuelles. Donc, on est bien sur des plongées virtuelles réalistes, et pas des plongées virtuelles réelles, réalistes. On est sur de la simulation. On est sur un simulateur qui fait des choses qui ressemblent à ce qui se passe avec un vrai ordi, mais ce n'est pas un vrai ordi. Hein. Donc, les quelques-uns qui m'écrivent en me disant « mais est-ce que je peux l'utiliser pour de vrai ?» Non, on ne peut pas l'utiliser pour de vrai. Hein. Je ne suis pas fabricant d'ordinateur. Ou alors, je serais en train de vous vendre des choses, mais pas du tout pour faire un outil de simulation. Et on a créé 3 environnements, c'est-à-dire que le calculateur à l'arrière fait toujours les mêmes choses, mais par contre, on le donne sous 3 environnements pour permettre, suivant l'enseignement que vous voulez faire, d'utiliser un environnement ou un autre pour faire passer vos messages. Donc, c'est un outil qui sert à faire passer vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment changé par rapport à avant? Parce qu'en fin de compte, la décompression, on n'a pas révolutionné, c'est la même. Ce qu'on a changé, c'est que vous passez par une plongée virtuelle. Donc, vous emmenez les gens en plongée. Aujourd'hui, la plupart des gens en décompression formaient les gens sur des notions de déco, et puis après, l'intégrer à la plongée.
Là, vous emmenez les gens en plongée virtuelle, c'est-à-dire que vous avez une plongée globale. Ça doit être virtuel, vous parlez de briefing de démarrage, vous parlez de prérogatives, vous parlez de réaction par rapport à ce qui se passe au fur et à mesure. Et quand vous faites évoluer cette plongée, les gens, vous rencontrez les notions de décompression associées. Et la décompression arrive intégrée à la plongée et non pas séparée à intégrer après. Et ça, après avec l'expérience, c'est complètement différent. Les gens ont la déco qui n'est plus un truc à part. C'est vraiment dans l'ensemble plongée. C'est la plongée globale. Alors pour que ça fonctionne, c'est tout bêtement Haldane, hein, et c'est de Haldane pur. Donc on n'a pas changé la formule de Haldane, et c'est du Haldane pur. Donc cherchez pas à savoir si ça fonctionne comme votre Souto, comme votre Marès, comme votre machin, comme votre truc, c'est Haldane. Donc vous prenez la formule de Haldane, et vous aurez exactement les mêmes résultats que nous. À l'intérieur, vous paramétrez vos plongeurs. Vos plongeurs, vous allez paramétrer leur consommation, et pour qu'ils aient une consommation et que ce soit réaliste par rapport à l'affichage, puisque vous avez affiché un mano, eh bien, on va les doter d'une bouteille. Vous allez définir une taille de bouteille, un 15 litres, un 12 litres, un 10 litres, ce que vous voulez, et vous allez définir une consommation. Est-ce que c'est un plongeur expérimenté qui va consommer 12-13 litres par minute? Est-ce que c'est un plongeur un petit peu moins à l'aise qui va plutôt être sur du 17-18 litres? Ou est-ce que c'est un débutant qui va plutôt être sur du 22-23 litres? C'est vous qui décidez et qui a lié ça justement, c'est ce que je parlais de plongée globale, lié ça après à des comportements de plongée. C'est lié à ton lest, c'est lié à ta stabilisation, c'est lié à ton palmage, c'est lié à tes appuis, c'est lié à ta position dans l'eau, c'est lié à ton ressenti des éléments. Si tu ne ressens pas la houle, tu ne ressens pas les courants, tu vas lutter contre des trucs, tu vas consommer énormément. Donc, réfléchis à ta plongée globale, la déco, ce n'est pas que de la déco, c'est aussi des appareils qui donnent des informations sur tout ce qu'on fait en plongée. Donc cette consommation, eh bien, en fin de compte, c'est simplement la pression ambiante de l'endroit où vous l'avez mis virtuellement, multipliée par ce que vous avez déclaré au départ sur sa consommation à lui. Quand il part en essoufflement, on a décidé de manière standard et arbitraire de multiplier par 3 sa consommation de base. Donc vous avez dit qu'il consomme 17 litres par minute, il consommera 51 litres en essoufflement. Pourquoi 3 fois? Parce qu'en dessous de 3 fois, c'est un essoufflement que la personne devrait pouvoir gérer, peut-être seule, et au-delà de 3 fois, on n'est plus sur la réaction pour éviter la panique. Donc on est sur la zone tangente où, si on réagit bien à ce niveau-là, on a le temps pour réagir. Donc voilà, on a choisi ce point médian, on aurait pu le mettre 4 fois, on aurait pu le mettre 2 fois et demi, on a choisi 3 fois. C'est un outil pédagogique, l'important, c'est le message que vous portez avec. Ce n'est pas la valeur exacte numérique, il n'y a aucun intérêt sur la valeur numérique. Et puis, donc, quand on respire à deux, quand on donne l'octopus à un plongeur, eh bien là, on consomme les deux consommations qu'on a mis au départ. Donc, si vous avez un 17 litres avec un 12 litres, ben, à deux, ils consommeront 29 litres par minute, fois la pression ambiante à l'endroit où ils sont. Les vitesses de remontée de l'appareil sont paramétrées de base sur du 12 mètres minute jusqu'à 6 mètres, et de 6 mètres à la surface à du 6 mètres minute. Donc, les affichages de survitesse vont apparaître si vous dépassez ces valeurs-là. Donc voilà, si vous voulez faire apparaître une remontée rapide, eh ben vous dépassez les 12 mètres minute et vous affichez une remontée rapide. Voilà. On a 2 modes de blocage. Donc l'ordinateur va se mettre en mode profondimètre, ce que font beaucoup d'appareils du commerce, pas tous, hein, mais pour apprendre aux gens qu'ils peuvent, pour la plupart, bloquer leur ordinateur s'ils ne respectent pas leur notice d'utilisation. On est bien sur un message aussi que la plongée, alors la décompression, si on n'a pas lu la notice de son appareil, ben on ne sait pas faire de la décompression, puisqu'on a choisi un mode de décompression qu'on ne maîtrise pas. Et donc on va bloquer l'ordi, et on a loupé complètement, puisqu'on a dépassé ce que l'ordi savait faire, puisque le fabricant a dit, ben, si on fait ça, il se bloque, c'est parce qu'il ne sait plus gérer. Donc on a 2 modes pour le bloquer, soit de la remontée rapide avec passage en surface, donc 2 minutes de remontée rapide avec percement en surface, donc il faut quand même y aller pour remonter pendant 2 minutes de manière en survitesse plus percement en surface, ou palier violet et percer la surface pendant plus de 2 minutes. Voilà les 2 raisons pour lesquelles il bloque. C'est pareil, c'est arbitraire, mais comme quand je prends une notice d'appareil, ben, je lis dedans pour les raisons pour lesquelles il se bloque, ce n'est pas la même que celle de l'autre appareil. Voilà, celui-là, il se bloque pour ça. Et de manière pédagogique, vous les apprenez pour ça en disant, ben, va voir pourquoi le tien, il se bloque. Il pourrait se bloquer, j'espère qu'il ne se bloquera pas. Pour le faire fonctionner, c'est de l'Excel. Donc avec un PC et un Mac avec Excel, c'est bon. Pas de tablette, pas de smartphone, ça ne marche pas. Les Excel qui sont portés par ces petits appareils ne sont pas assez puissants. À l'arrière, il y a plusieurs pages de macros. Il y a du visuel basique.
ça bloque. Donc, vous allez avec un PC ou un Mac, n'essayez pas de le faire fonctionner sur tablette, il ne réussira pas à fonctionner. Si vous voulez absolument ne pas payer Excel, eh bien, ça ne marchera pas non plus. Les versions LibreOffice ne fonctionnent pas, ils ne supportent pas toutes les macros Excel. Ils en supportent une bonne partie, là il y en a trop. C'est gratuit et ça le restera. On a décidé de le mettre gratuit, enfin j'ai décidé de le mettre gratuit parce que je suis tout seul à décider, donc c'est bien. C'est gratuit et ça le restera, donc c'est enregistré. Je le dis, je l'écris et ça le restera dans le temps. Je suis en discussion là avec un mécène pour peut-être en faire une application, non plus Excel, mais une application sur une base informatique un peu plus solide. On verra si ça aboutit, mais le premier des points qui est mis en avant, c'est de toute façon, ça restera gratuit, c'est pas la peine de venir me discuter de mécénat si c'est pour en faire un outil payant derrière. Qui est votre logo affiché quelque part, ça peut se discuter, mais le prix ne se discutera pas. Voilà. Pour aider les utilisateurs, on a mis à dispo un certain nombre d'outils. Déjà le manuel, quand vous téléchargez l'application, aujourd'hui, vous avez le manuel qui arrive forcément avec. On en revient au même que sur un ordinateur, c'est comme si on achetait un ordinateur sans avoir sa notice. C'est ridicule. Et bien là, c'est pareil, vous avez le manuel qui vous explique comment ça fonctionne. Et puis, on a mis des tutos en ligne, aujourd'hui on en a mis 8, des tutos qui vont vous expliquer par petits morceaux ce que vous pouvez faire avec Iplouf, suivant ce que vous cherchez à faire. Paramétrer dans un mode, utiliser les blocages, les remonter à normal, enfin voilà, on a 8 tutos différents, et il y en aura de plus en plus, mais bon, il faut un petit peu de temps pour le faire, hein. Les journées ne sont pas extensibles. Et puis, bon, on a quelques moyens de communiquer, si vous avez besoin, mail, Messenger, Facebook, on répond. On a très peu de demandes, très peu de blocages, les gens pour l'instant ne sont pas embêtés. J'en discutais ce matin, mais on en est à 3600 téléchargements, et j'ai moins de 30 problèmes qui me sont revenus, et qui ont été gérés. Et sur les 30 problèmes, sur 25, j'ai perdu mon mot de passe en m'inscrivant. Voilà, donc c'est vraiment très peu de problèmes. Ou alors les gens n'osent pas m'écrire s'ils ont des problèmes. Mais voilà. Le plus gros problème qu'on ait eu, c'est ceux qui avaient des ordinateurs, qui avaient des ordinateurs anglo-saxons, et Excel américain n'a pas exactement les mêmes lignes de commande. Et par exemple, ligne 1, il va marquer R1 pour O1. Voilà. Donc ça bloquait, et c'est un problème de... Il faut les transcrire en Excel international, je ne savais pas faire sur le moment. Ça se viendra peut-être après. Voilà, et c'est gratuit. Bien, alors à l'intérieur, je vais le passer vite fait parce qu'on va voir juste derrière. On arrive sur un menu d'accueil. Ce menu d'accueil, il vous donne des bases de plongée, c'est là que vous allez tout paramétrer. Donc vous pré-paramétrez à l'avance, ça veut dire que votre cours il est préparé. Hein. Ce n'est pas un cours qu'on improvise, c'est un cours préparé. Et puis les 3 modes d'enseignement qui permettent d'enseigner dans 3 environnements différents. Un enregistrement, tant que vous travaillez, vous préparez, ce n'est pas enregistré. Si vous sortez sans enregistrer, vous avez perdu votre travail. Par contre, tant que vous n'enregistrez pas, vous n'avez pas écrasé ce qu'il y a avant. Donc voilà, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si on a oublié d'enregistrer, on n'a plus qu'à tout recommencer ce qu'on avait fait. Mais par contre, on n'a rien écrasé de ce qui existe. Tant qu'on bricole, on fait des tests et puis ça n'a rien changé. Voilà, dans la base de plongée, vous arrivez là-dessus. Vous avez des cases blanches, des cases jaunes, vous écrivez dedans toute la plongée que vous voulez créer. Donc c'est vous qui allez créer, il faut que vous sachiez ce que vous voulez enseigner. Vous voulez enseigner à des gens qui ont des prérogatives de 20 mètres, de 40 mètres, de ceci, de cela. Eh bien, vous allez créer votre plongée minute par minute. Vous allez créer... donc vous avez toute une zone de texte pour expliquer pourquoi vous créez cette plongée. Ça, c'est pas mal, parce que la fois d'après, quand vous retournez dessus, 3 mois après, ou 6 mois après, ou 1 an après, c'est bien de se souvenir. Vous créez vos plongeurs, donc leur console, les bouteilles, la pression de départ, les durcissements. Vous créez des événements, des essoufflements ou des pannes d'air, et vous créez la plongée minute par minute. Et vous avez 9 plongées comme ça que vous pouvez anticiper. Vous pouvez préparer. C'est limité à 9, mais en fin de compte, comme c'est un fichier Excel, si vous voulez en faire plus, ben vous faites copier-coller le fichier Excel, et vous avez Iplouf 2 à côté, et Iplouf 3, Iplouf 4, et vous en avez 9, 18, 27, autant que vous voulez. Hein. C'est un fichier Excel. Il fait 15 mégas, hein, il ne prend aucune place dans l'ordinateur. Ah. Voilà le premier environnement. Le premier environnement, c'est un menu qu'on dit essentiel. Ce menu essentiel, on se positionne comme si on était un plongeur qui apprend et qui a juste à sa disposition, sous l'eau, son écran d'ordinateur et son mano. Alors en fin de compte, il n'a pas un écran d'ordinateur, il en a 2. Parce qu'un des buts pédagogiques de ce menu essentiel, c'est d'apprendre que quand on sait lire un ordinateur, on ne sait pas lire tous les ordinateurs. Donc les 2 ordinateurs vont dire la même chose, c'est comme s'ils étaient côte à côte sur le poignet.
font les mêmes calculs derrière, donc ils vont avoir les paliers au même endroit, les profondeurs identiques, etc. Mais par contre, ils ne vont pas afficher les informations pareilles. Il y en a qui vont afficher en numérique, d'autres en barre graphe. Il y en a qui auront une information qui est présente, l'autre non, etc. Voilà. Donc, savoir que quand on lit un ordinateur, on ne sait pas forcément lire l'autre. Donc, dès le départ, leur apprendre que ce n'est pas parce qu'on sait lire un écran qu'on sait lire l'écran d'à côté et que, lisez la notice. Voilà. Il y a un affichage en surface. On l'a calé à 10h00 parce que, comme ça, vous avez 600 minutes devant vous. Donc, vous avez 10 heures de plongée. Donc vous partez de 10h jusqu'à 20h, vous créez vos plongées entre 10h et 20h. Donc quand vous vous positionnez sur les 10 heures, comme vous partez à base à 10h00, vous allez mémoriser assez facilement que vous êtes 5 heures après le début de la première plongée, qui avait duré, elle, 45 minutes, donc vous êtes 4h15 après la dernière plongée. Comme ça, la plongée successive, vous la positionnez facilement dans l'espace. Donc ce 10 heures, on l'a choisi. De base, on part à 10 heures. Le profil de plongée, on va voir que ça affiche une courbe. Cette courbe, elle se zoome, elle se dézoome. J'affiche la deuxième plongée en même temps. Je garde que la première. Dessus, on voit qu'il y a le petit plongeur en rouge qui dit la position du plongeur. Là, il n'y a qu'un plongeur, puisqu'on apprend à la personne à lire son écran, donc il n'y a qu'un plongeur. On a des barres pour faire défiler la plongée. Donc on clique, on fait voler. On verra juste derrière. Hop là, ça a été trop vite. Et deux affichages d'ordinateur. C'est ce que je vous disais, c'est pour comparer un écran par rapport à un autre. Alors je suis désolé, après manger, je parle vite, donc j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai qu'une heure, donc je vais assez vite dans ma façon de parler. Si jamais je vais trop vite, vous faites signe que vous décrochez. Et puis on a un deuxième environnement qu'on appelle comparatif, où là vous avez deux plongeurs. Et là, vous allez pouvoir comparer. Vous allez pouvoir comparer deux plongeurs qui font la même plongée, mais avec des paramètres différents, des consommations différentes, des profondeurs différentes. Voilà, vous comparez deux choses. Un qui fait une première plongée, l'autre qui fait sa deuxième plongée. Vous comparez des choses côte à côte, et vous allez expliquer aux gens autour de ça, voilà, la différence, c'est ceci, c'est cela. Voilà, votre message pédagogique est porté par la différence. Donc ça, ce mode, il est assez intéressant à utiliser dans plein de domaines. On voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui s'affichent. Donc là, par exemple, vous avez remontée rapide qui s'affiche, il y a marqué rapide. Donc on n'a pas marqué, on a essayé de franciser un peu les appellations. Alors non pas parce qu'on voulait franciser, mais pour sortir de l'idée, comme ça va à peu près toujours être marqué en anglais, que leur ordinateur aura l'information. Là, comme c'est en français, forcément, ce sera différent sur tous les ordinateurs, donc ils vont se poser des questions. Si on avait commencé à marquer du no-deck, du slow, du fast, des choses comme ça, ils risquent de retrouver la première information juste pareil et pas aller chercher plus loin. Là, forcément, comme on passe de français à l'anglais sur les appareils, ils vont être obligés de se poser 2-3 questions. On a des petits logos grisés ou jaunes. Grisé, c'est quand ils sont inactifs, et jaune, c'est quand c'est actif, c'est les événements, c'est les essoufflements et c'est les pannes d'air. On a des blocages en mode profondimètre, comme en haut, donc on voit que ça passe en blocage. Et on a un mode planification pour entre deux plongées, pour aller chercher de la planification, puisque dans la formation à la déco, planifier la deuxième plongée, ça peut être intéressant comme dans l'enseignement. Voilà. Vous voyez que dans l'affichage, on a quand même beaucoup d'informations. Je reviendrai dessus quand on va être en réel avec l'application, mais il y a beaucoup d'informations disponibles. Et ces informations, vous les utilisez pas, c'est vous qui savez ce que vous voulez dire. Et donc, toutes ces informations qui sont à disposition, il y a vite fait, je ne sais pas, 20-30 courbes, vous utilisez celles qui vous est utile, les autres, elles sont là, elles font le décor. Mais si vous animez bien votre formation, eh bien, vous êtes sur un des morceaux de l'écran et le reste n'est pas forcément utile. Donc on peut utiliser cet écran-là pour des débutants, par exemple. Il y a tous les compartiments qui sont côte à côte, mais ces compartiments, si on ne leur dit pas ce que c'est, ils ne vont pas le deviner. Donc on utilise juste les affichages et on discute sur la comparaison entre deux plongeurs, juste sur les affichages des écrans. Et puis on a un menu qu'on appelle expert qui peut vous servir à aller plus loin sur du PA40, PA60, GP, MF 1, 2, 3, 4 pour aller chercher des infos un peu plus loin. Donc au lieu d'avoir l'affichage instantané, on va avoir les courbes sur toute la durée de l'espace-temps qu'on a mis en profil de plongée. Donc en profil de plongée, je vous dis, on zoome, on dézoome, donc vous affichez un espace-temps de une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous zoomez, vous dézoomez comme vous voulez.
Et les courbes à côté vont être dans le même espace-temps et vont vous afficher tous les graphes liés à la déco. Donc tous les graphes de saturation des compartiments, puis après de leur relation par rapport à la tension par rapport sur saturation critique à l'instant où il est, à l'endroit où il est, ou par rapport à une remontée surface instantanée. Donc vous allez pouvoir travailler sur ces différents paramètres pour que vos élèves se posent des questions et vous ramènent les questions. Là, on commence même à pouvoir travailler en autonomie ou aller plus loin, c'est-à-dire montrer l'affichage à l'instant et comment ça évolue derrière. Vous avez tout affiché à l'écran en même temps. Donc comment, par exemple, vous êtes au palier, comment les courbes de saturation chutent, quelle est la différence entre la première minute de palier et la troisième minute de palier. Et on voit que les chutes de tension d'un compartiment ou d'un autre ne se font pas du tout de la même façon, que les compartiments se croisent, que le compartiment directeur change. Et ça, c'est quand même des sujets où vous pouvez aller assez loin avec vos élèves. Et puis, on a des courbes aussi qui vont vous donner la DTR. Donc, vous avez chaque palier qui est donné en minutes, le palier 3 mètres, 6 mètres, etc. Et quand vous additionnez ça avec la profondeur, vous avez votre DTR, bêtement, hein, le palier 3 mètres, plus le palier 6 mètres, plus les temps de remontée, comme on a dit, 12 mètres minutes et 6 mètres minutes. Donc ça additionné, vous pouvez aller aussi sur la DTR pour travailler cette notion-là. Donc, les paliers en minutes au-dessus, en dessous la saturation des compartiments qui est bien zoomée à ce niveau-là. On reviendra dessus tout à l'heure pour expliquer comment ça fonctionne. Le profil de plongée, la tension par rapport au seuil de sursaturation critique. Les seuils de sursaturation critique, ce sont les seuils de sursaturation critique des MN90. Donc on ne les a pas inventés, c'est les SC des MN90. Par contre, ce que j'ai pas dans les MN90, c'est comment ils ont modifié les MN90. Hein. On est sur du Haldane pur, simple, basique. Et là, c'est en cas de remontée instantanée. Donc si jamais on se remettait à la pression à barre, qu'est-ce que ça donne? Donc en gros, de combien on dépasserait sur une remontée panique. Et est-ce qu'on est vraiment, on est à peu près sûr que le gars il va devenir une bouteille de Schweppes, ou alors ça reste encore un petit peu gérable et on peut avoir des choix de redescendre, pas redescendre, plein de choses à traiter autour de ça. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Moi, ça fait 5 ans que je l'utilise. On est à l'écran, on est sur une plongée virtuelle, les gens ils ont payé pour faire de la plongée, on leur parle de plongée, on leur fait vivre une plongée, elle est virtuelle, mais on leur fait vivre une plongée. Donc, ils sont captifs au niveau de la tension. Ils ne lâchent pas. Moi, je suis du club de l'intérieur, c'est le jeudi soir, ils sont fatigués. On est le soir, eh bien, je leur parle de déco, quel que soit leur profil, niveau d'études, littéraire, matheux, etc. Ils sont tous accrochés à l'écran, ils ne lâchent pas. Ils se sentent en plongée, donc ils sont là pour ça et ils se sentent vraiment intéressés. On n'a pas de créer de standard, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui est là pour supporter votre cours, c'est un outil de plus. Vous avez votre cours en tête, vous savez ce que vous voulez dire, et donc cet outil, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'avec la même courbe, moi je dirais des choses, un autre va dire autre chose parce qu'il ne veut pas faire passer les mêmes notions, parce qu'il n'a pas le même public en face, parce qu'il n'a pas les mêmes moyens à disposition, et il fera un cours différent. Avec la même courbe, le même profil de plongée, les mêmes informations à l'écran, ça dépend de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que je peux utiliser la même courbe pour former un débutant et un futur N4, je n'aurai pas les mêmes messages à faire passer. Une des grosses différences, et vous êtes certainement encore plus confrontés à ça que les clubs de l'intérieur, c'est le passage de la salle au milieu naturel. Quand ils ont bossé là-dessus, et moi je leur fais passer l'examen là-dessus, alors on pourrait en reparler, mais ce serait 20 minutes pour en reparler, mais je crée un PowerPoint à partir de ça. Ils savent lire un écran, ils savent trouver les informations essentielles sur un écran. Je les oblige à aller chercher leur notice d'ordinateur et à travailler dessus. Et à partir de là, quand ils se mettent à l'eau, mes stages pédagogiques, dès la première séance, ils savent lire leur ordi. Ils savent trouver les informations essentielles. Alors lire leur ordi, c'est un peu prétentieux, mais trouver les 3-4 infos essentielles pour gérer la déco. Si bien qu'au lieu de passer 20 secondes sur leur écran à chercher qu'est-ce que c'est que ces informations, qu'est-ce que c'est que ce logo, et pendant ces 20 secondes, qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu 2 mètres, ils ont fait un quart de tour, ils ne savent plus où est le bateau. Eh bien là, ils sont quelques secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, ils sont encore conscients de l'orientation, ils savent encore où est leur palanquet, ils ont géré leur stabilisation, et en plus de la déco,
ils travaillent tous les autres paramètres dès la première plongée. Alors que l'orientation, sur un stage niveau 2, quand on amène un groupe de l'intérieur, ça commence à la 4e, 5e plongée, parce qu'avant, ils ont tellement d'autres choses à faire qu'ils n'arrivent pas à faire de l'orientation. Là, ils me font de l'orientation dès la première ou deuxième plongée. Et ça change tout, parce qu'à la fin de la semaine, quand j'ai amené mes plongeurs, moi, eh bien, j'ai des bien meilleurs plongeurs, avec le même temps, le même investissement, j'ai des bien meilleurs plongeurs. Et ça, c'est quand même intéressant de ne pas investir plus pour avoir des meilleurs résultats. Et puis cet outil, comme il est que le support de votre message, ce que je vous dis, vous l'utilisez pour tous les niveaux. Donc quand on va passer d'année en année, eh bien, la personne, vous n'avez pas besoin de lui représenter l'outil. Il est là, elle l'a déjà vu, donc tout de suite, elle comprend, elle a ses repères, et donc il y a une continuité des formations pour les gens qui font des formations niveau après niveau. Voilà, et puis donc, c'est nos limites, hein. Vous pouvez y aller, c'est nos limites. Bon, par contre, tout ça, ce n'est pas super simple. D'abord, ça va nous demander, en tant que formateurs, d'évoluer. Et on a culturellement une façon de travailler comme on nous a appris, donc on est dans la continuité. On n'a pas tellement changé. En fin de compte, moi, je n'avais pas changé mes messages par rapport à mes formateurs pendant longtemps. Et là, j'étais obligé de changer complètement ma façon d'enseigner. Donc ça, c'est un investissement. Un investissement pour prendre en main l'outil, ça, c'est pas très très long. Et puis un investissement pour structurer mes cours différemment. Contrairement à un PowerPoint, vous n'avez pas votre texte qui est écrit au tableau. C'est-à-dire que vous arriviez en cours, il faut que vos formateurs arrivent en cours, parce que vous, j'imagine que vous, ça marche, mais vos formateurs, vos stagiaires PEDA, etc., ils arrivent en cours avec, comme Jean-Pierre disait, il faut qu'ils maîtrisent, ou c'est Jo qui a dit qu'il fallait qu'ils maîtrisent avant la formation. Ben oui, il faut qu'ils arrivent en sachant ce qu'ils ont à dire. S'ils ne maîtrisent pas leur cours, ils arrivent avec un outil qui ne va pas leur dire ce qu'il faut dire. Donc le message, il faut qu'il l'ait construit et qu'il le maîtrise. D'autant plus que, moi j'ai vécu ça souvent, le formateur qui affirme des trucs au tableau sans que personne puisse le contredire, ben là, l'appareil, il va le contredire. Donc il faut que ce qu'il affirme soit proche de la réalité, parce que ce que fait l'appareil va être très proche de la réalité. Hein, Aldan, il ne triche pas. Il fait son calcul, puis il rend son calcul. Et donc, vous pouvez affirmer des trucs, Aldan, il va dire « Ah non, c'est pas ça ». Voilà. Ceci dit, on n'a pas changé la déco, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours 3-4 informations à disposition sur un ordi qui sont à lire sous l'eau et qui sont interprétées pour faire les bons choix. Donc, faut amener les gens à savoir les interpréter pour faire les bons choix. Voilà, c'est notre rôle de formateur. Donc, vous avez un outil de plus à disposition pour le faire. Voilà, et puis donc on a mis à votre disposition des choses pour essayer de vous aider, pour essayer d'aider vos formateurs, pour qu'ils prennent en main l'outil, qui structurent leur message et qui voient les limites aussi de l'outil. Alors, un des grands sujets autour de cet outil, c'est que c'est un outil qui simule un appareil de décompression. Hein, j'emploie décompression volontairement parce que le PMO, ce serait désaturation. Mais comme tout le monde parle de décompression, je reste sur décompression. Hein. Mais on est bien en train de parler de désaturation, donc c'est un appareil qui est là pour aider les gens dans leur désaturation par rapport à un algorithme. Et donc on n'est qu'un algorithme. Et ça, c'est ramené avec ce que Jean-Pierre nous a fait ce matin, c'est-à-dire la physiologie du plongeur. Aucun rapport avec ce qui se passe dans l'ordinateur. L'ordinateur, je ne vais pas vous apprendre que lui, il fait que des calculs, et quelque chose qui nous permet physiologiquement d'être dans des standards suffisants pour trouver qu'on n'a pas trop d'accidents. Mais c'est tout ce qu'il fait. Donc c'est bien à vous de ne pas faire le message, et surtout vos formateurs, parce que j'en vois qui prennent l'outil et qui disent, voilà, la décompression c'est ça. Non. L'outil de décompression que vous allez emmener à votre poignet, il va faire un truc assez proche de ça. Et vous, votre corps, attention, si vous sortez de ce que l'appareil sait faire, ce sera différent. Voilà, et puis pour l'instant, on l'a posé, pendant 1 an ou 2, il ne bougera pas. J'ai des idées, mais j'attends d'avoir les retours pour savoir sur quoi ça va bouger. Des idées en particulier de mettre les gradients factors, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est des choses qui me paraissent intéressantes vu l'évolution du matériel. Mais aujourd'hui, on se met sur pause, on attend d'avoir les retours, que les gens nous disent ce qu'ils en pensent. Voilà. Alors, comment c'est gratuit? C'est gratuit uniquement parce qu'on l'avait construit et que c'était fait. Et comme c'est construit sous Excel, Excel, c'était payé. C'est que des heures. Donc ça restera gratuit, puisque les heures sont dépensées, c'est fait. Donc il n'y a plus rien à faire. Et puis, on a ouvert au don. Alors aujourd'hui, on en est à 3600 téléchargements, un peu plus même. Et on est toujours à 8 dons pour 150 €.
Donc autant vous dire que voilà, 3600 personnes ont téléchargé et il y en a 8 qui ont donné. Je vous rassure, il n'y en a aucun en Corse. Non, non, et dans les 8, j'ai 2 copains. donc voilà, bon, on est en France. Après, on n'a pas besoin d'argent pour faire fonctionner un truc. Donc s'il y en a qui veulent donner 5 euros, 10 euros, 20 euros parce qu'ils trouvent que c'est légitime par rapport au travail qu'il y a derrière, très bien. Mais on ne vous traitera pas plus mal quand vous nous écrirez, que vous y ayez donné ou pas. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Voilà. Mais on ne l'a bien fait, pas fait pour être riche, et on a eu raison. Allez, je vais essayer de vous le faire fonctionner maintenant. Alors je vais m'asseoir parce que ça demande quand même à cliquer. Alors je mets ma souris. Hop. Donc, où est-ce qu'il s'est caché, le coquin? Vous voyez que c'est mon écran, je l'ai perdu. Autrement, je vais le trouver là. Voilà, donc c'est un fichier Excel, vous voyez, je clique, c'est Excel qui s'ouvre. Hein. Je ne vous ai pas menti. Hein. Il s'ouvre. Là, on clique comme quoi on a bien pris en connaissance que c'était un outil virtuel et pas un outil réel. Et on arrive sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, vous allez aller chercher la plongée que vous voulez. Donc la plongée que vous voulez, c'est une de celles-là. Vous voyez qu'il y a 9 plongées. Hop. Vous voyez, je zoome, je dézoome, hein, c'est de l'Excel. Donc ce que je vous disais, en haut, vous écrivez pourquoi vous le faites. En dessous, minute par minute, vous décrivez votre plongée. Donc là, vous voyez, le premier plongeur, je décris qu'il est à 18 mètres, 31 mètres, 43 mètres, etc. etc. L'autre d'à côté, il fait à peu près la même plongée. J'ai déclaré que le premier partait avec un 15 litres, le deuxième avec un 20 litres. Non, consommé 15 litres et l'autre 20 litres. Les deux avaient un 15 litres sur le dos. Il y en a un qui avait 200 bars de pression, l'autre en a 195. Voilà, tout ça aussi pour leur apprendre qu'on ne part pas toujours avec 200 bars sur le dos. On peut partir avec 180 bars sans avoir peur de mourir. Ça marche aussi. Et pour la deuxième plongée, vous définissez aussi. Et il y a un durcissement. Ce durcissement, c'est un décalage de la barre des M-value. Vous la décalez d'un certain pourcentage. Donc c'est un décalage parallèle. Ce n'est pas du gradient factor. C'est du gradient factor. Vous allez faire du 90-90, 80-80, 95-95. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais bon, c'est forcément en parallèle. Aujourd'hui, on ne fait pas les gradients facteurs en fonction. Et puis, vous décidez si certains plongeurs ont des événements. Donc, vous marquez 600 si jamais il n'y a pas d'événement, puisqu'on est sur 10 heures, 600 minutes, ben, ça se passera au-delà de ce qui est affiché. Et autrement, vous dites, par exemple, le plongeur numéro 2, il est sur Octopus à la minute 19 à la minute 27, et il a été soufflé de la minute 16 à la minute 18. Ça, vous l'avez préparé dans votre scénario, vous savez ce que vous avez à dire autour de ça. C'est ce que je dis, vous préparez votre plongée, vous savez ce que vous avez à dire. Et puis, ben, vous faites dérouler, vous faites vos 2 plongées, ou une seule, c'est comme vous voulez. Vous avez un petit graphique qui vous dit ce que ça fait, vite fait, pour information. Et puis, si vous voulez l'utiliser, cette plongée, vous chargez cette plongée-là. Et cette plongée-là, vous dites, c'est bien celle que vous avez choisie qui s'est chargée, et ça vous ramène sur l'écran d'accueil. Et là, vous avez le choix. Vous avez les 3 modes d'enseignement. Donc, cette plongée-là, je peux l'utiliser dans mes 3 modes d'affichage. Si je vais sur le mode essentiel, ce que je vous disais, c'est que vous avez votre plongeur qui est là. Donc, la barre temps, hop, je peux la ramener à 0. Mon plongeur, il est au démarrage. Il a bien ses 200 bars comme je lui ai décrit. Il a bien son profil de plongée. Là, j'ai décidé de lui afficher qu'une quarantaine de minutes, mais je peux décider d'afficher beaucoup plus. Et là, vous voyez la première plongée, la deuxième plongée qui apparaît. Donc, je fais bouger mon graphique. Si je veux avoir un discours avec la première plongée, la deuxième plongée visible, je fais ça. Si je veux zoomer plus sur la notion de la plongée en cours, eh bien, je me positionne avec la plongée. Et voilà, là, à l'écran, la personne va pouvoir suivre minute par minute où est son plongeur, ce qu'il fait. Donc là, c'est lui, et vous allez discourir sur ce qu'il fait lui. Comme vous conceptualisez ça, vous allez pouvoir conceptualiser avant la plongée, eh bien, il y a un briefing, et vous annoncez des informations sur le briefing, qui sont liées certainement à des prérogatives. Et là, vous êtes vraiment sur la plongée globale, c'est ce que je vous disais au départ. Vous n'êtes plus sur juste de la déco. On va pouvoir avoir un discours de plongeur tel que sur le bateau. Et puis vous le faites évoluer. Hop, il est parti. Au bout d'une minute, il a 18 mètres. Vous voyez que les 2 écrans affichent la même chose, mais pas exactement pareil. Vous voyez que l'écran du haut, par exemple, vous donne une vitesse instantanée de descente, moins 18 mètres par minute.
L'écran du bas n'en donne pas. Il y a des ordinateurs qui ne donnent pas de vitesse de descente. Il y en a qui en donnent. Bon, bah, l'utilité en plongée, ce n'est pas énorme, la vitesse de descente. Donc, celui qui ne la donne pas, ce n'est pas bien grave. Mais par contre, qu'il sache qu'il y a des informations qui sont là et qui ne sont pas forcément super utiles. C'est aussi important de savoir qu'il y a des informations qui ne sont pas super utiles. Vous voyez tout de suite que le mano descend. Il passait de 200 bars à 197, donc on consomme, c'est normal. Hein. Voilà. Vous avez le temps hors deck, donc le no-deck, hein, ou le NDL, ou, enfin ça dépend des ordis, hein, suivant les ordis. Et vous partez. Voilà. Vous voyez que là, il y a une barre de saturation à gauche pour l'ordinateur rectangulaire, à droite pour l'ordinateur octogonal. Vous avez une barre de vitesse de remontée instantanée en barre graphe sur celui du bas, en vitesse numérique pour celui du haut. Voilà. Donc là, vous enseignez bien sur ce menu essentiel les différences entre deux ordinateurs qui disent la même chose, mais pas exactement de la même façon. Donc vous leur apprenez à lire un ordinateur, mais aussi à lire plusieurs ordinateurs. Voilà. Vous avez des petites courbes vertes associées qui vont vous donner des informations sur la DTR et sur le no-deck. Donc ça, vous pouvez aller dedans, les utiliser ou non. Voilà. Donc ce menu essentiel, c'est vraiment la lecture des appareils que l'on a à disposition, le mano et l'ordinateur. Si je retourne sur les autres affichages, je passe en mode comparatif. Alors là, on est un petit peu plus riche. On voit qu'au niveau profil, là, j'ai décidé de faire afficher les deux plongées en même temps et que j'ai deux plongeurs, plongeur 1, plongeur 2. Donc on est bien en comparatif, j'ai mes deux plongeurs. Qu'est-ce que j'ai à l'écran? J'ai mes deux ordinateurs, là c'est les mêmes. C'est le même affichage que j'avais en mode essentiel, mais uniquement l'écran rectangulaire. J'ai à l'écran la profondeur maxi, la profondeur instantanée, le temps sans décompression. Dès qu'on rentre dans les paliers, évidemment, ce sera plus le temps sans décompression, mais des temps de palier, des vitesses de descente ou de remontée, le temps de plongée. Et ça, je vais pouvoir le faire évoluer avec ma barre temps. J'ai à côté tous les compartiments du C5 au C120, donc les compartiments des MN90. Mes 12 compartiments sont là. J'ai en bleu ma barre de saturation à la pression ambiante. Donc, vous pouvez voir les compartiments qui sont en sous-saturation, en sursaturation, tout de suite par rapport à la pression ambiante. Tout de suite, ça vous visualise ceux qui sont en train de charger, ceux qui déchargent et ceux qui sont à l'équilibre. Vous avez le compartiment directeur qui est surligné en jaune. Voilà, vous avez, je fais une minute de plus, le compartiment directeur a changé. Ma barre de saturation ambiante, je suis descendu plus profond, elle est montée. Et vous avez mes compartiments qui saturent les uns après les autres. J'ai en pointillé ma ligne de saturation qui relie mes points de sursaturation critique compartiment par compartiment. Donc c'est forcément une courbe, puisque ce n'est pas les mêmes coefficients pour le C120 que pour le C5 et tous les autres intermédiaires, évidemment. Donc la ligne des 3 mètres, la ligne qui interdit de retourner à la surface sans faire une pause à 3 mètres, la ligne des 6 mètres, la ligne qui interdit d'aller à 3 mètres sans avoir fait une pause à 6 mètres, etc., etc., la ligne des 9 mètres, des 12 mètres. Voilà. Donc vous avez tous ces courbes de saturation. Si on le fait évoluer, alors je vais peut-être revenir plutôt sur la première plongée, où on est sur 50 mètres, donc ça va aller plus vite. Hop. Voilà. Donc, je suis parti, j'emmène mes plongeurs, je sature bien, c'est parti, je suis à 50 mètres, donc là, ça charge très très vite. Je vois mes barres de saturation qui montent. Et au bout de quelques minutes, mon premier compartiment rapide a dépassé son coefficient de sursaturation critique et change de couleur. Donc visuellement, vous voyez tous les compartiments qui se retrouvent en sursaturation. Vous voyez le C5, le C7, etc. Et quand ça va être désaturé, vous allez voir les coefficients de sursaturation rapide qui vont repasser dans le vert entièrement, et ceux qui imposent encore un palier, qui ont encore du rouge affiché. Donc c'est très visuel. Il n'y a pas besoin de chercher, tout le monde le comprend intuitivement, et après vous pouvez rentrer dans la formation pour expliquer ce que ça veut dire, et vous avez les valeurs numériques associées qui vous permettent de discuter avec des élèves suivant leur niveau sur la valeur numérique. Vous avez en dessous, là, en bas à gauche, toutes les courbes de consommation, c'est des courbes sur l'air. Là, on a fait un tuto complet dessus, parce que là, il y en a pour une demi-heure à tout expliquer, si on rentre dedans. Donc, sur les consommations d'air,
vous allez avoir les consommations, plein d'infos quand ils sont sur Octopus, quand ils sont en essoufflement, comment ça aurait été si ils n'avaient pas eu cet essoufflement. Donc les courbes se mettent en parallèle pour se rendre compte de ce que ça veut dire qu'un essoufflement à 40 mètres, par exemple. Est-ce que c'est grave un essoufflement à 40 mètres? Oui, c'est grave, mais pas forcément sur l'air. Sur l'instant, ce n'est pas l'air qu'on a à gérer. Et on peut laisser la personne 2 minutes en essoufflement à 40 mètres, elle ne va pas vider sa bouteille. D'ailleurs, je pense que ça vous est arrivé les uns les autres, enfin 2 minutes, j'espère que non, mais d'avoir des essoufflements à 40 mètres, et on ne se retrouve pas avec une bouteille vide. On se retrouve avec quelqu'un qui risque de partir en panique, il faut casser l'essoufflement. Puis après, une fois qu'on a cassé la panique, qu'on a cassé l'essoufflement plutôt, on va gérer l'air pour remonter et savoir si on a assez pour faire les paliers, etc. Mais on ne va pas tomber sur une bouteille sèche dès le démarrage. Donc ça, vous allez pouvoir donner des notions aux futurs guides de palanquet, aux futurs encadrants, aux futurs autonomes, pour qu'est-ce que ça veut dire réellement un essoufflement, et les mettre en contexte de, voilà, vous avez l'essoufflement qui est en cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc vous associez ça à votre cours d'assistance, de prévention des accidents. Quand vous discutez, vous êtes en train de faire de la déco, et en même temps, vous parlez d'autres domaines qui sont autour. Si j'emmène mes plongeurs un peu plus loin, donc on voit que là, dans la saturation à 50 mètres, forcément, ça charge vite. J'ai fait rentrer mon plongeur numéro 2 en essoufflement. Vous voyez que sur l'écran de son mano, il y a 2 aiguilles. Il y a l'aiguille noire, qui est l'endroit où on est son mano, entre guillemets, réellement, et l'aiguille bleue, c'est l'endroit où on aurait été le mano s'il n'avait pas eu l'événement d'essoufflement. Ce qui vous permet de voir que l'essoufflement, ça lui a consommé entre les deux. Voilà, la part d'essoufflement, elle est tout de suite conceptualisée. Donc vous travaillez avec ça. Il se passe la même chose quand vous partez sur une respiration à 2 sur Octopus, ça va vous montrer ce que consomme le deuxième plongeur par rapport à s'il n'avait pas été là. Et donc donner des bonnes notions de attaquer un palier à 2 sur Octopus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si j'ai 30 bars et que je suis à 2 sur un Octopus, je commence à m'inquiéter tout de suite ou je peux tenir mes 3 minutes de palier tranquillement? Ça donne tout de suite des ordres de grandeur. Les valeurs sont très réalistes. Vous allez voir quand vous allez utiliser Iplouf que les valeurs que vous allez trouver ressemblent vraiment à des temps, à des pressions que vous trouvez sur des plongées identiques que vous avez vécues. Moi, je trouve vraiment un rapport entre ce que j'ai vécu sous l'eau et ce que je vois affiché à l'écran, c'est très proche. On est vraiment sur des valeurs qui sont assez proches. Donc on est sur de l'enseignement qui est proche de la réalité. De toute façon, d'une plongée à l'autre, il y aura forcément des écarts, même si on fait exactement la même chose. Donc il y aura forcément un petit écart, mais c'est vraiment très très proche. Vous êtes dans un contexte qui est très proche de la réalité. On voit bien là, par exemple, sur la barre de saturation à pression ambiante, donc là, on est à 30 mètres, donc on est à 4 bars, donc 4 fois 0,8, environ 3,2, ou à 3, 3,5, donc on est là, donc on est bien à la saturation ambiante, on voit, on est bien à la bonne valeur, et on voit que les compartiments qui sont en sursaturation, 5, 7, 10, et tous les autres en dessous qui sont en sous-saturation. Ce qui vous permet de travailler, par exemple, la notion de pourquoi des paliers profonds, qu'est-ce que ça ferait, commencer à travailler là-dessus, sur la saturation des tissus. Alors, saturation par l'algorithme. Hein. La saturation réelle, je n'irai pas jusqu'à dire que je sais de quoi je parle, mais en tout cas, par l'algorithme, voilà. Vous voyez, respiration à 2 sur un Octopus, c'est pareil, l'aiguille se dédouble et on visualise la consommation qui se passe à 2 sur un Octopus. L'autre mano s'est arrêté puisqu'on ne respire plus sur cette bouteille-là. Voilà. Donc ça, c'est le menu comparatif, c'est le menu le plus riche, à mon avis, pour l'utiliser en enseignement, puisque vous comparez 2 choses, donc les gens comprennent bien, c'est facile pour eux de comprendre. Puis après, le menu expert, là, on est vraiment sur des menus qui est fait pour du plongeur expérimenté. Moi, je ne vois pas comment l'utiliser en dessous du PA40, hein, mais c'est... Après, peut-être que vous saurez, hein, mais moi, en dessous du PA40, je ne vois pas comment l'utiliser. Il y a beaucoup d'informations et, à la rigueur, c'est un truc qu'il faut laisser les futurs guides de palanquet, les futurs MF aller jouer avec ça pour qu'ils reviennent avec leurs questions en se disant « mais moi, j'ai trouvé ça, je n'arrive pas à comprendre, etc. » Donc là, c'est un menu qui peut être utilisé vraiment en autonomie pour la personne pour ramener les questions à son formateur. Parce que là, vous allez vraiment aller loin dans les courbes. Et vous voyez les courbes qui se croisent, par exemple, là, c'est facilement, hein, vous voyez les courbes qui se croisent avec les compartiments directeurs qui vont changer. On le voit tout de suite, le croisement, là, le compartiment directeur, il change à ce niveau-là.
On est passé. Si on se met dessus, ça vous donne l'information. Là, si je me mets dessus, je suis sur le C5 à la 1019 et il fait 3,87 de saturation. Donc il faut juste apprendre à lire un petit peu le rectangle. Mais voilà, on est à 3,87, il est parti de 0,8 comme tous les compartiments. Donc il est à 3,87, donc il est chargé à 4, quelque chose de sa tension de départ. On voit que le compartiment directeur, c'est le compartiment rapide par exemple. Voilà. Donc on a plein d'informations. Et c'est pareil sur toutes les courbes, si on se met dessus, ça vous donne les informations. Donc, donc ça permet à la personne d'aller chercher au fur et à mesure quand on évolue. Et on voit par exemple la ligne pointillée, là va vous donner, tant que j'ai des valeurs au-dessus, je suis au-dessus j'ai un compartiment qui ne me permet pas de remonter à la surface tout de suite, et en dessous, je peux remonter. Donc, où situe le danger? Mais on voit bien que dans cette zone-là, je dépasse de peu, qu'une minute avant, je dépasse de beaucoup plus, une minute avant, je suis rendu là. Que j'ai une saturation qui est quasiment le double. Et donc, on voit qu'au niveau algorithme, mais la physiologie va être assez proche, la tension chute rapidement. Et que chaque minute de plus de palier rapporte énormément. Donc, pourquoi allonger les paliers? Pourquoi faire une minute de plus? Est-ce que la dernière minute, et si on la loupe, c'est si grave que ça aussi, inversement? Voilà, tout ça, ça se discute. Vous vous retrouvez avec un guide de palanquet qui a loupé ses 3 dernières minutes de palier, mais quand il remonte, le vent s'est levé, on est force 8, est-ce qu'il retourne faire ses 3 minutes ou est-ce qu'il vaut mieux remonter sur le bateau? Tout ça se discute avec lui. Quel est le bon choix? Et vous conceptualisez, et il n'y a pas forcément que ces deux paramètres, vous pouvez en mettre autour. Donc vous pouvez avoir des discussions assez riches avec vos élèves si vous voulez aller loin. Inversement, c'est comme c'est qu'un outil, vous pouvez faire des trucs super courts. Vous allez juste chercher un petit détail, vous avez préparé, et vous allez chercher les 3 minutes qui vous intéressent, vous en discutez de ces 3 minutes, ça vous a pris 3 minutes aussi, au milieu d'un truc où, paf, j'ai fait ça, je sors, on met les palmes, et maintenant, on va dans l'eau. Et on va travailler. Mais voilà cette notion-là, je te fais un petit focus dessus, j'ai un outil qui te le montre de manière virtuelle, mais sur une plongée, et maintenant, quand on va faire de la plongée réelle juste derrière, on va aller voir quelque chose qui ressemble à ça, et tu sais ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, c'est avoir à disposition un outil virtuel qui vous permet de discuter de plongée globale sur la base de la décompression. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que le plus intéressant, c'est si vous avez des questions. On a les tutos pour vous aider à aller plus loin, donc n'hésitez pas à les consulter. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser pendant que je suis là. Après, quand je serai dans l'avion, vous pouvez toujours m'écrire.